Une crevasse qui avale les terres avance à vive allure en direction du plateau des professeurs. Nous sommes à l'Unikine. Le ravin a déjà fait des ravages derrière et seuls les travaux express peuvent le stopper. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui des infrastructures travaux publics les ont lancés. Et puis la problématique du manque à gagner sur les produits pétroliers ne dispose plus de secret pour les sénateurs de la commission Ecofin de la Chambre haute du Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est livré à eux pour éclairer les zones d'ombre. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est un Congolais qui vient d'être plébiscité meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Il s'agit de Fiston Mayele, joueur du Pyramide FC d'Égypte, qui a reçu son prix ce soir lors de la cérémonie de la CAF Award 2025. Ce joueur de 1,85 m est un natif de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Retour en image avec cet extrait choisi par Christian Vital Motomongo. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Merci au Maroc pour son accueil. Merci à la CAF pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Fiston Mayele. Revenons au pays. Il a été jugé recevable, chiffré à plus de 59 milliards de francs congolais. Le projet de loi des finances 2026 a été présenté hier à l'Assemblée nationale par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une progression de 16% par rapport à 2025. Ce budget ouvre 2 semaines d'examen approfondi à la commission Ecofin. Le résumé de la plénière présidée par l'honorable Aimé Bougie-Sangara avec Anim Balaka. À la Chambre basse du Parlement, les députés ont déclaré recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2026, chiffré à 59,021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le document est désormais envoyé à la Commission économique et financière, l'Ecofin, pour un examen approfondi de 14 jours. Comparé à 2025, ce budget enregistre une hausse de 16% malgré un contexte économique marqué par la baisse des recettes dues à la guerre d'agression. La chef du gouvernement a toutefois salué la stabilisation du taux d'échange revenu autour de 2300 francs congolais pour $1 contre 2800 précédemment. Le budget 2026 s'articule autour de 5 priorités: la sécurité et la défense, le développement économique incluant l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, l'éducation avec la poursuite de la gratuité, la santé universelle et la protection sociale. La structure budgétaire s'est répartie entre les budgets généraux, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Sous la présidence de l'honorable Aimé Bougie-Sangara, la plénière a donné le feu vert à la suite du processus parlementaire. Pendant plus de 5 heures, les élus ont enrichi les débats avant de renvoyer les textes à l'Ecofin. En ouverture de son adresse, la première ministre a également félicité les nouveaux élus du bureau, l'honorable Aimé Bougie-Sangara et Clotilde Mutita Kalunga, respectivement président et rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale pour leur brillante élection au sein du bureau de cette chambre législative. Et à l'occasion de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu plusieurs délégations, notamment celles du Maroc et de l'Algérie. Les représentants de ces pays ont félicité la RDC pour l'organisation réussie de ces assises africaines. Janine Kalinga, Jules Mpiana et bienvenue Salah.
En marge de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui s'est ouverte au mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a reçu tour à tour les différentes délégations de l'Union parlementaire africaine, notamment celle du Maroc conduite par Rachid Talbi Al-Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc. Ce dernier a remercié la République démocratique du Congo pour l'organisation parfaite de cette rencontre parlementaire africaine. Depuis longtemps, et que la RDC a toujours soutenu le Maroc, et le Maroc soutient toujours la RDC. Nous sommes des pays frères, amis. On n'a pas de points de divergence, on n'a que des points de... parce que nous défendons les principes et des valeurs universelles, surtout la paix, l'intégrité territoriale des deux pays et l'ensemble des pays africains, bien sûr, et puis la souveraineté de chaque pays et le respect de chaque pays et le respect des populations de chaque pays. Nous travaillons ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, surtout les citoyens africains. Et nous avons un potentiel économique incroyable. Il est temps aujourd'hui de mettre fin à l'ensemble des conflits stupides et de mettre la main dans la main pour pouvoir avancer. Une autre délégation reçue par Jean-Michel Samalukonde ces jours est celle de l'Algérie qui a également jeté de fleurs à la RDC pour avoir pris à bras le corps cette organisation d'envergure africaine. Mais bien avant ces audiences, les parlementaires venus des différents pays d'Afrique pour participer à cette rencontre parlementaire africaine ont visité les mémorials du génocide congolais pour des gains économiques dits génocost. Aussitôt arrivés sur les sites, les services des FONAREV ont fourni des explications claires et nettes sur les mémorials. Avec un cœur compatissant, quelques parlementaires ont eu séance tenante à déposer leurs gerbes de fleurs en hommage aux victimes. Le Sénat s'interroge sur les pertes financières liées aux produits pétroliers. Invité devant la commission ECOFIN, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a éclairé les sénateurs sur le manque à gagner et les efforts de remboursement engagés par l'État. On fait le point avec Rodé Panda. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté aux sénateurs de la commission économique et financière ECOFIN du Sénat l'apport des ressources pétrolières au trésor public, notamment la couverture du gap budgétaire à l'auteur de 328 milliards de francs congolais en sus des recettes parafiscales à l'instar du Fonds national d'entretien routier FONER. Daniel Mukoko-Samba a également fourni des éclaircissements détaillés sur chaque ligne de la structure des prix des produits pétroliers, en particulier les stocks de sécurité 1, premier mécanisme mis en place en 2009 pour aborder les pertes et manques à gagner, PMAG, des pétroliers, les stocks de sécurité 2 créés par arrêté interministériel impliquant les ministères des Finances, des Hydrocarbures et l'économie nationale qui constituent désormais les gages des remboursements des PMAG et dont la gestion est suivie directement par les banques collectrices qui attendent qu'à échéance, la banque centralisatrice crédite la quote-part du remboursement mensuel dans les comptes séquestres du ministère des Finances qui effectue les remboursements définitifs aux banques prêteuses. Le vice-premier ministre a précisé que le mécanisme de détermination de manque à gagner repose sur un processus rigoureux de certification de volume effectué au sein de ce ministère, notamment par les CRP et les comités de suivi des prix des produits pétroliers placés sous l'autorité du secrétaire général. La certification initiale de volume est assurée par le ministère des Hydrocarbures, une étape importante dans l'établissement de la structure des prix. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a expliqué la problématique de perte et manque à gagner de produits pétroliers et il a parlé des nouvelles lignes par rapport au stock de sécurité 2 qui est mis comme source de revenus ayant permis à démystifier et à régler ces pertes et manques à gagner qui vont d'ici là disparaître. Les membres de la commission ECOFIN ont prétenu que le fonds destiné à compenser les manques à gagner sont prélevés auprès des consommateurs et déposés dans les comptes séquestres ouverts au nom du ministère des Finances dans les banques commerciales.
À Issiro, en séjour officiel, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, s'est adressé à la population lors d'un meeting axé sur la gouvernance sécuritaire. Un moment fort d'échange et de sensibilisation tenu en présence du gouverneur de province, Jean Bakometo, Fifi Mukundi et Nathalie Mboula. Aussitôt qu'il a foulé la capitale provinciale du Haut-Touélé dans une ambiance totale, récit à son honneur par le gouverneur Jean Bakometo Gambou, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Luko, a été conduit au rond-point Patrice Emery Lumumba du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo où étaient massées des foules compactes dans la même soirée du mardi 18 novembre 2025. Ici, c'est le meeting qui débute par le mot introductif et de bienvenue de Jean Bakometo Gambou, l'homme le plus heureux. Jacques Chabani Luko se réjouit de la chaleur de son accueil et jette de fleurs au chef de l'exécutif provincial du Haut-Touélé pour le respect des instructions du chef de l'État en matière des actions de développement. C'est déjà une bonne chose. Encore une fois, merci pour l'accueil. La gouvernance sécuritaire, la vigilance et l'implication de tous, la territoriale et de proximité, tels sont été le maître mot de son adresse galvanisante. Il faut totikala vigilant. Yamotoye na nouveau système, nouvelle gouvernance sécuritaire na biso poto bakisa niveau ya sécurité ya ba entité na biso. Cette rencontre est la première du genre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Plus qu'un simple bâtiment, le futur siège de la SENSAP à Kananga symbolisera le retour de la sécurité sociale pour les agents publics. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la pose de la première pierre du siège provincial de l'institution. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Maluma. Le déploiement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle en province, se poursuit sans relâche. En mission à Kananga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège provincial de la SENSAP Kasaï centrale en présence des autorités provinciales et des forces vives. Je suis venu ici à Kananga dans le Kasaï central, non pas pour faire de longs discours, mais plutôt pour agir, poser un acte, notamment à l'occurrence l'acte de la pose de la première pierre destinée à la construction d'une grande agence provinciale moderne qui abritera donc le service de la SENSAP. Ici, en ces lieux, se joue et se jouera l'avenir de cette grande province, Kasaï. Pour le vice-premier ministre, cette construction témoigne la volonté ferme du gouvernement de rapprocher les services de la caisse sociale aux fonctionnaires et retraités de la province. Et vous savez, lorsqu'on parlait d'une retraite, c'était déjà la voie vers la mort. Et c'était mal perçu par les fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, il y a lueur d'espoir. Et aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État peuvent espérer vivre après leur carrière. Alors je suis content de notre ministre Liaou, des gestes qu'il vient de poser pour la province Kasaï centrale. Dans son mot, le directeur général de la SENSAP, Serge Mata, a salué l'appui déterminant du gouvernement et le pilotage du vice-premier ministre dans l'expansion provinciale de la Caisse. Notre ambition est de transférer ici toute la modernité infrastructurelle et matérielle de Kinshasa. Ainsi, comme l'a souvent rappelé son Excellence le vice-premier ministre, il ne devrait y avoir aucune discrimination en termes de qualité de service, que l'on soit agent public affecté dans la capitale ou en province. Le Bureau central de coordination BCECO vient de signer un protocole d'accord avec le gouverneur de la province de Kasaï pour divers domaines de la vie des populations dans cette partie du pays. Des écoles, des routes, des centres de santé seront construits. Rodépanda.
Un protocole d'accord de plus dans la JBCR, le Bureau central de coordination BSECO. Il s'agit de celui signé ce lundi 17 novembre 2025 entre cette agence gouvernementale et la province du Kasaï. Le gouverneur Crispin Mukendi Bukassa, qui tient à la construction et modernisation des infrastructures dans sa province, compte sur l'accompagnement du BSECO pour matérialiser cette noble mission. Ce protocole d'accord qui met l'accent sur divers domaines de vie des populations du Kasaï, notamment sur la construction de routes, des écoles et des centres de santé, pour ne citer que cela, tombe à point nommé pour alléger la souffrance de ses compatriotes. Ce protocole que je viens de signer avec le DG de BSECO, c'est un protocole que j'attendais depuis l'année passée. BSECO a fait ses preuves dans le domaine des infrastructures. Voilà pourquoi j'avais sollicité et obtenu de M. le directeur général l'accompagnement de sa structure au niveau de la province du Kasaï, surtout dans le secteur des infrastructures. La province du Kasaï, c'est une jeune province qui est issue de démembrement, qui a besoin de tout et dans tous les secteurs. C'est une province qui n'a pas un hôpital viable ou moderne, ni hôpital, ni école, ni de routes qui peuvent permettre qu'on puisse avoir l'accès dans certaines entités. Issue du démembrement de 2015, la province du Kasaï veut relever les défis afin de s'affirmer. Et elle a choisi les BSECO pour cheminer vers un développement durable. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, l'Unikin vit sous la menace d'une érosion majeure. Alerté par le danger imminent, le ministre des Infrastructures a effectué une visite d'urgence ce mercredi accompagné de sa collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour lancer les mesures rapides de sécurisation du site. Au plateau des professeurs, un cratère géant gagne du terrain. Et Jenny Chabani. C'était une érosion qui inquiétait depuis 2 mois les quartiers de professeurs de l'université de Kinshasa. Un ravin profond, une route coupée et des habitations menacées d'être emportées. Aujourd'hui, une réponse concrète est engagée. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est rendu sur place pour déclencher une intervention d'urgence. Accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, il a lancé officiellement les travaux d'intervention rapide. Les travaux portent sur la reconstruction du collecteur, la stabilisation des berges et les remblayages du ravin. Un chantier conduit par la firme chinoise Polychagda sous la supervision de la CGT. Objectif annoncé, stopper l'avancée de l'érosion avant les prochaines pluies et rétablir la circulation vers les campus et les quartiers environnants. La cause profonde provoquée par les constructions sauvages, les différents ministres des secteurs concernés vont se retrouver, y compris la ville aussi, pour qu'on démolisse sans pitié toutes ces constructions. Nous ne pouvons pas tolérer que les gens, par inconscience, construisent de manière sauvage et après qu'ils mettent en danger les vies des autres et après c'est le gouvernement qui doit payer le prix. Une mobilisation qui rassure les professeurs longtemps dans l'incertitude. Ils espèrent désormais que cette intervention marquera les débuts d'une solution durable pour sécuriser définitivement les sites. La République fédérale de Russie vient d'accréditer un nouvel attaché de défense à Kinshasa. Ce dernier a été présenté au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, par l'ambassadeur russe. Une belle occasion pour ces deux personnalités de passer en revue la coopération militaire entre Kinshasa et Moscou. Je reste au Fuji. C'est une rencontre qui réaffirme la place stratégique que la République démocratique du Congo accorde à la coopération militaire internationale dans un esprit de souveraineté, de professionnalisme et de modernisation de ses forces de défense. Ce mercredi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, Karl Tikazé. Cette rencontre à la fois cordiale et constructive a été l'occasion pour les deux parties de faire le point sur l'état de la coopération militaire bilatérale et d'envisager les voies de son renforcement dans le strict respect des engagements internationaux ratifiés par la RDC. Nous avons discuté les diverses questions de développement de nos relations dans le domaine militaire.
Et je dois dire, comme je dis toujours, que nous avons de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo dans tous les domaines, et les domaines militaires y inclus. Nous avons eu la possibilité de discuter les différentes choses, et inclut le développement de la base juridique de notre coopération. Dans un contexte sécuritaire exigeant, la République démocratique du Congo s'ouvre à de partenariats multilatéraux en mettant en avant une diplomatie pragmatique et équilibrée. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC a salué cette ouverture d'esprit, soulignant l'importance de bâtir une coopération fondée sur l'écoute mutuelle, la transparence et les besoins réels des FARDC. Et dans le Kasaï, l'encadrement des ex-combattants Kamwina Nsapu devient une priorité. Le gouverneur Crispin Mukendi a rencontré le coordonnateur national du PDDRCS pour mettre en place un cadre de concertation et déployer rapidement le programme de formation. On fait le point avec Peggy Mukunda. Vers un déploiement coordonné à travers l'installation du bureau provincial du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans la province du Kasaï. Poser les bases du déploiement d'une coordination provinciale du PDDRCS à travers le lancement du cadre de concertation provinciale pour l'appropriation du programme CCPAP, un mécanisme participatif visant à ancrer localement les opérations de paix et de stabilisation. C'est le sujet au cœur de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, et le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi. La province du Kasaï, une province qui a traversé une période de moments de turbulence, de conflits communautaires avec les phénomènes comme ensemble. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont été enrôlées dans ces mouvements de triste mémoire, ils sont disséminés à travers tout nos territoires. Le PDDRCS a pour objectif également de démobiliser et d'encadrer et créer aussi la cohésion et la stabilisation des institutions. C'est dans ce cadre-là que nous avons pensé que la coordination des PDDRCS pouvait trouver un écho favorable de venir chez nous, s'installer pour nous accompagner dans ce programme ambitieux de démobiliser et puis d'encadrer ces frères et sœurs qui ont été enrôlés dans cette milice qui a tué, qui a brûlé, qui a commis des crimes que nous pouvons qualifier de crimes contre l'humanité. Une urgence sécuritaire s'impose pour le déploiement du programme dans les Kasaï. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, réaffirme son soutien en appui aux autorités locales. Pour ce faire, une mission conjointe sera organisée dans les tout prochains jours pour les préparatifs effectifs du PDDRCS dans les Kasaï. La RDC mise sur des partenariats responsables pour accélérer son développement. Le ministre d'État au plan Guilain Nyembo, qui prend part au Business France 2025, a mis en avant l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, les PDL 145 territoires, le projet vert Kinshasa-Kindu ainsi que le méga projet Grand Inga, présenté comme l'un des leviers majeurs de transformation structurelle du pays. Yvette Makuntima, Peggy Mukunda. C'est l'un des plus importants rendez-vous d'affaires entre l'Afrique et la France. Le Business France 2025 a été pour l'Hexagone et les continents noirs un hub d'échange sur des défis économiques majeurs et des partages basés sur d'éventuels partenariats, moteurs des transformations structurelles tels que soutenus par le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, qui s'est exprimé en tant que conférencier principal. Nous travaillons aujourd'hui sur des réformes importantes pour permettre essentiellement au monde privé de nous accompagner. Nous avons des grands investissements que nous devons effectuer dans notre pays pour rassurer tous les investisseurs. Nous avons aujourd'hui une grande matrice qui a été travaillée par toutes les parties prenantes, toutes les couches. On travaille sur une matrice aujourd'hui qui est suivie au niveau du gouvernement avec un système digital et suivi pour s'assurer que les ministres réformateurs puissent apporter des réformes nécessaires pour encourager les investisseurs dans notre pays. La RDC s'est montrée plus pragmatique en proposant un partenariat responsable taillé sur une convergence dans les objectifs à atteindre et ayant pour centre d'intérêt l'investissement dans les capitals humains. 2 projets ont été mis en exergue. Il s'agit du projet vert Kindu-Kinshasa, qui est un symbole d'une planification urbaine durable, et le projet Grand Inga, exemple d'un partenariat technologique et financier d'envergure panafricaine.
À Belém, au Brésil, Kinshasa monte au créneau pour la sauvegarde de ses forêts lors de la réunion de haut niveau de Forest and Climate Leadership Partnership. La ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangué Ndambo, a lancé un appel mondial pour le financement des forêts d'Ichala. La réunion ministérielle de haut niveau des membres du Forest and Climate Leaders Partnership à Belém a réuni tous les ministres du monde en charge des questions environnementales. La République démocratique du Congo était bien représentée par Marie Nyangué Ndambo, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur l'état des financements forestiers et la feuille de route de Forest Climate Leaders Partnership et la manière dont les membres et les partenaires peuvent concrétiser leurs ambitions nationales et internationales. Dans sa prise de parole, Marie Nyangué Ndambo a centré son intervention sur les questions cruciales du financement des forêts avant de souligner l'engagement inébranlable de la République démocratique du Congo. Ainsi, je propose que les FCLP réunissent les ministères de l'Environnement et des Finances au niveau mondial afin de travailler ensemble à la mise en œuvre de ces solutions financières à grande échelle. La ministre a ensuite posé 2 questions directrices sur l'efficacité des instruments existants. Comment cette feuille de route peut-elle aider les membres et les partenaires à concrétiser leurs ambitions, tant au niveau national qu'international? Y a-t-il des solutions spécifiques que vous souhaiteriez promouvoir politiquement ou qui méritent une attention particulière en raison de leur impact potentiel? Pour répondre à ces enjeux, la République démocratique du Congo a mis l'accent sur une solution nationale stratégique et ambitieuse. Marché carbone, la RDC concentre ses efforts sur le développement des marchés carbone forestiers de haute intégrité et sera un acteur actif au sein de la coalition J-RED+. La République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme. La guerre d'agression menée par le Rwanda et ses alliés a provoqué une crise humanitaire majeure avec des milliers de réfugiés et déplacés internes. Au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba a dénoncé fermement ces violations des chartes de l'ONU et de l'Union africaine. Jacques Ababa. La voix de la République démocratique du Congo a été portée à Addis Abeba à la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'immigration, les réfugiés et les personnes déplacées internes. Dans son discours choc devant ses pairs ministres venus de tout le pays d'Afrique, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a fustigé la violation de la charte de l'ONU et de l'Union africaine par le Rwanda et ses alliés à la base de l'instabilité des réfugiés et déplacés internes dans son pays, la République démocratique du Congo. Elle a par ailleurs sollicité l'appui de tous aux efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est parmi les meilleurs pays qui accordent de facilité aux réfugiés. Intégration dans le tissu économique et social, scolarité gratuite des enfants et admission facile des adultes à l'éducation, hospitalité qui malheureusement nous apporte les malheurs pour certains pays qui créent les conflits armés avec plus de 5,7 millions de déplacés internes, qui fait de la RDC le 2e pays après le Soudan avec la plus grande population de déplacés internes en Afrique. D'où nous devons consolider la paix par les accords de développement. Première retombée du speech de la vice-ministre de l'Intérieur à cette réunion de haut niveau et l'aide humanitaire de $500 000 annoncée par la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social à l'Union africaine en présence de l'ambassadeur résident congolais. À la fin de cette année, Amatoun Amoa fera le déplacement à Kinshasa avec l'ancienne présidente de la République fédérale d'Éthiopie pour matérialiser cette promesse. À Kinshasa, des années de travail et de dévouement ont été récompensés. Ces retraités reçoivent des cadeaux pour faire rayonner l'exemple et éveiller les consciences des plus jeunes. Angèle Mabelando et Litumba. Des agents qui partent à la retraite dans la dignité, il s'agit ici d'un tournant majeur au sein des entreprises publiques. Ce qui devrait être la norme est devenu aujourd'hui l'exception. Une retraite méritée, honorable, célébrée et célébrée. Dans un contexte où partir à la retraite dans les entreprises publiques en République démocratique du Congo relève souvent du parcours du combattant, une lueur d'espoir s'est levée. 15 agents ont été honorés dans une entreprise publique
dans la droite ligne de la volonté affichée au sommet de l'État. Après la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'ONATRA, et celle du ministre du portefeuille à la RVA, le signal est clair. La retraite ne doit plus être une sanction, mais plutôt une reconnaissance, une cérémonie à forte portée symbolique. Les retraités ont reçu des pagnes, des congélateurs et des enveloppes conséquentes selon leur grade. Pour Madame le directeur général, il s'agissait non seulement de marquer la fin d'une carrière, mais aussi et surtout d'exprimer la gratitude de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes honorés et nous honorons maintenant cet engagement en assurant une transition digne et conforme au texte en vigueur pour ce deuxième groupe. Ce deuxième groupe des piliers de notre entreprise que vous êtes, ceci démontre la volonté de la direction générale de se conformer au texte réglementaire en vigueur dans notre pays et de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la fondation de l'État. C'est un moment de joie et de reconnaissance pour ceux qui ont tout donné, a déclaré Madame Claude Solar Chibaka dans une ambiance empreinte d'émotion. Une cérémonie saluée par les autorités locales et marquée par une forte émotion. Le message que je vais donner aux retraités, c'est de comprendre d'abord que la retraite c'est une étape de la vie, une nouvelle étape. On ne les a pas chassés de l'entreprise, ils seront toujours attachés avec l'entreprise. Et en ce qui concerne leurs gains, l'enveloppe qu'ils auront à recevoir, qu'ils puissent bien les gérer. Un acte concret qui témoigne d'une volonté claire qui est celle de rendre au service public ses lettres de noblesse et à ses serviteurs la reconnaissance qu'ils méritent. En santé, les prématurés ont été célébrés pendant 2 jours en République démocratique du Congo autour du thème « Donner à chaque prématuré la chance de vivre ». À cette occasion, Elonga, le réseau des services des néonatologies de la RDC, a organisé lors de cette 2e journée une matinée scientifique pour améliorer la prise en charge de ce problème de santé publique. Et les travaux ont été clôturés par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Patito Ndongo et Patricia Wu. Donner à chaque prématuré une chance de vivre, thématique abordée au cours de cette célébration nationale de la Journée mondiale de la prématurité. Les réseaux des services de néonatologie de la République démocratique du Congo s'engagent à mobiliser les communautés et les décideurs pour une prise en charge adéquate de la prématurité, première cause de mortalité néonatale et infantile. À l'issue de ces 2 journées, nous espérons voir une mobilisation sociale et médiatique accrue, un engagement concret des décideurs et des prestataires mieux équipés pour sauver des vies. Les néonatologies ont bénéficié de beaucoup d'équipements, notamment les couveuses et autres matériels, mais aussi la disponibilisation en poche de sang de qualité. Aujourd'hui, une femme en travail qui nécessite une évacuation, le Fonds de promotion de la santé, à travers un dispositif réfléchi avec la division provinciale de la santé, disponibilise les ambulances, au total 16, pour faciliter les évacuations. Une première journée riche en plaidoyer, sensibilisation et témoignages émouvants. Madame a acheté un beau bébé. Quand je suis allé voir le bébé, pour moi c'était une insulte. Donc c'est un bébé qui ne ressemblait à rien. Nous disons merci à l'équipe de néonatologie de cet enfant. Il était né avec 1400 grammes, qui a 8 ans aujourd'hui. Pour ces 2 jours, il est prévu des communications scientifiques et des ateliers de formation pour les personnels soignants. Et ce communiqué, le ministère des Finances, à travers la Direction générale des impôts, annonce qu'à partir du 1er décembre 2025, la facture normalisée devient obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour tous les assujettis à la TVA. Les entreprises concernées doivent se mettre en conformité. La DGI précisant que les charges en matière d'IBP ne seront déductibles qu'avec une facture normalisée. Les sociétés sans système de facturation sont invitées à utiliser les unités de facturation ou les IUF gratuits disponibles sur le site edf.djrdc.gov.au.
CD, celles disposant d'un système de facturation électronique doivent impérativement le faire homologuer auprès de la DGI avant le 1er décembre. Le ministère des Finances informe par ailleurs à toutes les entreprises assujetties à la TVA que la DGI organise le webinaire gratuit du 10 novembre au 19 décembre pour accompagner les entreprises dans ce processus de conformité. Et la ministre Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation a échangé avec une délégation d'Africaris, une organisation continentale spécialisée dans la recherche et le développement de la culture du riz, dont la présidence rotative est assurée cette année par la République démocratique du Congo. Regardez. Au cours de cette rencontre, le directeur général d'Africa Rice, accompagné du directeur général de l'INERA RDC, a présenté à la ministre le plan d'action stratégique destiné à renforcer la recherche agricole et à contribuer à faire du continent africain un véritable pôle de sécurité et de souveraineté alimentaire, avant de donner le détail du mobile de son séjour à Kinshasa. Avec les capacités que le pays a et aussi vraiment toutes les potentialités que je vois ici et là pour le côté agricole, mais bien sûr dans les autres secteurs de l'économie aussi. Mais pour moi, la plupart, c'est quand j'ai vu en 2022, quand j'ai visité ici, j'ai vu les activités rizicoles dans le pays et les potentialités qui existent pour que le Congo puisse atteindre l'autosuffisance en riz, et en plus là, pour même commencer à exporter les riz dans la zone en Afrique centrale. L'Afrique ici, c'était un coup de pouce qu'on donne à notre pays dans le cadre du soutien de l'apport qu'a fait Arès pour la RDC. Alors c'était un honneur pour que ce passage puisse amener à booster le mandat de la RDC à la tête de cette organisation. Il faudrait qu'à la sortie de ce mandat, il y ait des actes posés au nom de l'Afrique et au nom d'Africa Rice. La ministre Marie-Thérèse Sombo a accueilli avec grande joie cette nouvelle placée dans la vision du chef de l'État qui veut la revanche du sol sur les sous-sols en République démocratique du Congo. En politique, les 16 députés nationaux de la province de Sankuru dénoncent l'ingérence de certains caciques locaux qui, selon eux, déstabilisent la province. Ils ont dressé un message au secrétaire permanent André Mbata, appelant l'Union sacrée à s'impliquer activement dans la reconstruction et le développement de la région. Robert Ndaï. Ils sont 16 sur les 25 députés de la province du Sankuru qui ont rencontré le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, pour parler développement de la province. La province du Sankuru fait face à de nombreux défis en matière de gouvernance et de développement. Les 16 députés qui constituent la majorité parlementaire du Sankuru constituent les porte-voix des préoccupations de leur électorat, sollicitent l'appui de l'Union sacrée de la nation pour cesser toute ingérence et imposition des candidats venus de Kinshasa pour diriger la province du Sankuru. Non au dictat du cacique qui ont ruiné la province du Sankuru. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, a promis son soutien et évoqué la création d'un cadre de concertation permanente pour assurer le suivi de propositions discutées entre lui et les 16 députés nationaux de la province du Sankuru. Et la Fédération des entreprises du Congo FEX est dite prête à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme de la facture normalisée, une volonté réaffirmée au cours d'une matinée d'échange organisée ce mercredi par la Direction générale des impôts avec pour objectif de sensibiliser et d'harmoniser les pratiques fiscales au sein du secteur privé. Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Cette matinée fiscale consacrée à la sensibilisation et à la vulgarisation de la réforme de la facture normalisée a vécu à Kinshasa, une réforme qui constitue un tournant dans la modernisation de l'administration fiscale congolaise. Madame la directrice des études, statistiques et communication de la Direction générale des impôts a d'entrée de jeu expliqué les avantages de cette réforme. La réforme vise notamment à garantir l'authenticité des transactions, à assurer la traçabilité des opérations commerciales et l'exactitude de la TVA facturée, à lutter contre la fraude fiscale et à accroître les recettes intérieures.
Pour la directrice Lili Bilonda Mukuta, l'effectivité de la facture normalisée à partir du 1er décembre 2025 ne doit pas être perçue comme une corvée. Elle est plutôt une opportunité pour les entreprises assujetties à la TVA de pouvoir mieux structurer leur comptabilité et faciliter les obligations de déclaration et de paiement. L'administrateur délégué de la FEC, Thierry Ngoy Kasumba, préconise une démonstration sur les aspects techniques. La Fédération des entreprises du Congo voudrait qu'une démonstration soit faite, tant sur les aspects techniques qu'opérationnels, de manière à apaiser les esprits surchauffés des assujettis quant à l'émission de la facture normalisée et à éviter des sanctions pesant sur eux pour la non-conformité éventuelle. La Direction générale des impôts a par ailleurs tenu à attirer l'attention des contribuables que la non-émission de la facture normalisée constitue une infraction fiscale passible des sanctions. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine le message du ministre d'État, ministre du Plan, sur la journée africaine de la statistique. La Société nationale de l'électricité SNEL-SA, département des distributions de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle de certains quartiers et communes de Massina, Ndjili et Kimbateke que suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques prévus à la sous-station de Massina, la fourniture de l'électricité sera momentanément interrompue ce jeudi 20 novembre 2025 de 8h à 18h. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. La SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments liés aux travaux faits à Kinshasa le 17 novembre 2025, le département. Et puis le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants informe le public que les obsèques du vaillant ancien combattant, le sergent Mukoko Ndotoni, prévues ce jeudi 20 novembre 2025, sont reportées à une date ultérieure qui sera communiquée en temps opportun. Il s'en excuse pour ce désagrément fait à Kinshasa le 19 novembre 2025 pour le ministre délégué, lieutenant général Kaumbu Kankole Isidore, directeur de cabinet. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Sandoa, dans la province de Lualaba et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiessi, Diane Balaka et Edith Chala sous la direction d'Oscar Mbalkaïch, coordonné par Angèle Mabelalandou, Monique Mavungu et